Écoutez, ça coule de source. Vous êtes sur Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique. Toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Guillaume et Vincent, bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Je suis ravi de vous revoir cette semaine, puisqu'en cette semaine, on a un focus particulièrement intéressant, je trouve. Alléchant. Alléchant pour mesdames et pour messieurs. Pour les deux. C'est que, du coup, bien évidemment, on va commencer par les sorties de la semaine dans un premier temps, puis ensuite on va donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière, et qu'en particulier deux grosses sorties que sont 28 ans plus tard et le film d'animation Pixar Elio, qui se viande un peu à tort. Je dois le reconnaître. Je comprends pas pourquoi c'est lui qui se viande, alors que bon, il y a eu d'autres Pixar beaucoup plus moyens. Enfin, mais les gens veulent de la franchise. Ouais, les gens veulent de la franchise et ils crient quand c'est de la franchise, qu'ils veulent des originalités, mais ils n'y vont pas quand c'est original. Oui, mais ça, c'est parce que tu te focuses, je pense, que sur la sphère des gens qui s'intéressent au cinéma. C'est vrai. Les gens lambda, ils s'en foutent, je pense. Ils veulent du spectacle. Du confiant, de ce qu'ils connaissent. Oui, parce que en même temps, c'est en corrélation avec aussi l'augmentation des prix du ticket. Exactement. Tu veux pas prendre de risques. Et oui. Et ça se comprend. Mais les gens vont prendre des risques demain pour aller voir un certain film en particulier, et c'est pour ça que notre focus. Nous en parlerons plus tard. Puisque tu as le réalisateur de Nous en parlerons plus tard. Tu as un réalisateur de Top Gun 2, tu as Brad Pitt, tu as un scénario. Enfin voilà quoi. Est-ce que c'est un risque? Non, je pense pas que ce soit un risque, mais quand même les gens oseront quand même voir un film qui est entre guillemets original. Ouais, du coup, et ce sera l'occasion pour nous de faire un focus consacré à Brad Pitt. Et pour le coup, c'est quand même intéressant d'aller voir ce genre de film dont on va parler au cinéma, parce que là, c'est du grand spectacle. L'expérience est là. Normalement. Totalement. Là, vous n'allez pas demander le remboursement de votre ticket. Ça, c'est clair et net. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, et jusqu'à ce que nous parlions de Brad Pitt, nous allons quand même parler des sorties de la semaine. Et mon cher Guillaume, quelle est la plus grosse sortie de la semaine? C'est F1, donc qui sera disponible au Hôtel du Lac au Pâté. Moi, j'irai le voir en 4DX, comme j'ai toujours dit. Je vais y retourner en 4DX. Donc tu sens qu'il y a du potentiel. Je vais y retourner. Ça se trouve à Lyon, ça, alors? Non, à Chambéry. À Chambéry. Je vais y retourner en 4DX et je vais y retourner avec mon père. Donc je risque de le voir 3 fois au cinéma, c'est sûr et certain. Et en 4DX, ça va sortir quand? C'est déjà sorti. Non, ça sortira demain, du coup, en 4DX. Ah, pardon, oui, c'est demain. Les avant-premières n'étaient pas en 4DX. Oui. Donc, c'est un film de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem. Donc, Sonny Hayes était le prodige de la F1 des années 90 jusqu'à son terrible accident. 30 ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Rubens Cervantes, patron d'une écurie en faillite, qui le convainc de revenir pour sauver l'équipe et prouver qu'il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pierce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu'en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu'il risque de tout perdre. On écoute un extrait. Toi, plus lui, boum, j'ai une équipe. Ta dernière victoire, c'était quand? Dimanche, Daytona. Oh, pardon, je voulais dire en Formule 1. Ah, désolé. Eh ben, pareil que toi. Voilà, Formule 1. Sous bruit de crissement de pneus. Ah, et il y en a. Alors du coup, je vais en parler très très brièvement parce que j'ai eu la chance de le voir hier soir en avant-première. Pour les amoureux de la course, vous allez passer l'un des plus grands moments de votre vie. Sur l'échelle de Rush, par exemple. Ah, mais c'est tellement plus généreux. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment... Le film dure 2h30. Mais je pense que vous avez bien facile 1h20 de course. Ah, on a mis les... c'est à propos, oui, ça c'est sûr. On a mis les petits plats dans les grands. Et en plus de ça, les personnages ont un développement, tous, certes un peu classiques, on va pas sortir des sentiers battus, mais ils ont quand même un développement, et du coup, ils sont un peu plus qu'une simple enveloppe charnelle, et donc, il y a de l'émotion, il y a de la cascade, il y a de la sensation forte, Hans Zimmer à la musique, franchement, foncez, mesdames et messieurs, c'est à voir. En tout cas, les pros de la Formule 1, Lewis Hamilton, qui a peut-être dû participer à ce film, je pense. Il produit. Ah bah il produit, c'est normal. Alors c'est écrit au gros. Ah, bon, alors c'est bien pour ça qu'il ne t'arrive pas d'éloges sur le film, mais bon, on peut le croire, je pense. Voilà. Oui, et franchement, moi qui aime beaucoup regarder la Formule 1, ce que j'ai apprécié, c'est que le film
s'amuse énormément des stratégies et des nouvelles règles de la Formule 1 que certaines sont vraiment on rentre dans les petites puis certaines règles sont absolument absurdes et du coup de savoir qu'on peut jouer avec c'est franchement le film est assez jouissif pour ceux qui aiment la Formule 1. Vraiment c'est un gros coup de cœur. D'après ce que j'ai cru comprendre, Brad Pitt il a tiré son épingle du jeu et il aurait eu des propositions de 2 écuries suite à tellement il conduisait comme un pro. Il était convaincant, manifestement. Par contre, ce qui me fait un truc de dingue, c'est que Brad Pitt ressemble de plus en plus à Robert Redford. C'est vrai. De loin, avec des lunettes de soleil. Je sais pas si vous vous rappelez le film dans lequel il jouait. Spy Game. Ils étaient assez proches, oui. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Autre sortie, mon cher Vincent. Alors, Le Grand Déplacement, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, 2 et avec Jean-Pascal Zadi et avec aussi Reda Kateb et Fadili Camara. Dans le plus grand des secrets se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. L'équipage issu du continent et de sa diaspora doit explorer la planète Nardal afin d'évaluer la possibilité d'y ramener tous les Africains si jamais la Terre devenait inhabitable. Le problème, c'est que le voyage sera long, très long, et que la plus grande inconnue des missions interstellaires demeure l'entente entre les astronautes. On écoute un extrait. Mais de la poursuivre. Nous croyons en vous. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. 1, 2, 3. Je suis client, moi. Ça va être très drôle, je pense. Jean-Pascal Zadi, je suis client, vraiment. Faut dire que c'est quand même tout à fait original, quand même. Et même sa série en place, si tu as eu l'occasion de la voir, non, j'ai pas vu. C'était pas mal du tout aussi. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais. Franchement, là, il y a beaucoup d'ironie et rien que quand même dans le synopsis de la planète Nardal, enfin tout ça, c'est vraiment mon genre d'humour. Autre sortie, c'est aussi une suite parce que la semaine est quand même assez chargée en gros films. C'est Megan 2.0, disponible aux Toiles du Lac et au Pâté, réalisé par Gerard Johnstone avec Alison Williams, Violet McGraw et Brian Jordan Alvarez. 2 ans passés depuis la destruction de Megan, le prototype à la pointe de l'intelligence artificielle devenu incontrôlable lors d'un carnage aussi sanglant qu'impeccablement chorégraphié. Sa créatrice Gemma, aujourd'hui auteure de renom, milite pour l'encadrement drastique des IA par le gouvernement alors que Caddy, sa nièce de 14 ans, entre dans l'adolescence et se rebelle contre les règles trop strictes de sa tante. Cependant, à l'insu de tous, la technique de pointe mise au point pour Megan a été volée et détournée pour créer une arme militaire connue sous le nom d'Amelia. Alors que l'avenir de l'humanité est en jeu, Gemma réalise que Megan est sa seule option. Toute ressemblance avec Terminator 2 est purement fortuite. On écoute un extrait. On est à la poursuite d'une androïde autonome appelée Amelia, qui a été conçue à partir du même programme que Megan. Comment c'est possible? On a tout effacé. Apparemment pas. Rien dans notre arsenal ne peut l'arrêter. Elle est devenue incontrôlable. Elle tue toutes les personnes qui ont contribué à sa création. J'ai vu la bande-annonce au cinéma là quand j'y suis allé, mais c'est pas censé être un film d'horreur à la base, Megan? Si. Mais là, ça n'en est plus un. Non. Ah oui, ça a l'air d'être un gros délire. La méchante devient la gentille. Oui, ça a l'air d'être un gros délire à la con, là, si je peux me permettre. Un gros délire à la con. Ouais, comment qu'il cause, là, Guillaume? C'est quand même marqué. Il faut la voir, la bande-annonce. C'est quand même marqué sur l'affiche, je crois, le retour de votre garce préférée. Ah bon? C'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, c'est encore un énième, et puis c'est un peu de circonstances, de sujets sur l'IA. Oui. À mon avis, on va en voir fleurir encore plein. Le premier était sympa et c'est quand même le sujet par excellence du futur, quand même. Ça se laissait bien regarder. J'irai voir le 2 par curiosité et juste pour me marrer. Je pense que voilà. D'accord. Par contre, autre sortie qui me botte bien. Donc 13 jours, 13 nuits, donc qui sort aux Toiles du Lac au Pâté. Attention, qui sortira le 27 juin. Donc ce vendredi. Pour la fête du cinéma, je pense. Exactement. De Martin Bourboulon oui, avec Roche Dizaine, Lina Coudry et Sitse Babette Knudsen. J'adore cette actrice. Je ne vois plus qui c'est, mais Lina Coudry, oui. Non plus. Kaboul, 15 août 2021, alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire, les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, le commandant Mohamed Bida et ses hommes assurent la sécurité de l'ambassade de France, encore ouverte. Pris au piège, le commandant Bida décide de négocier avec les talibans pour organiser un convoi de la dernière chance avec l'aide d'Eva, une jeune humanitaire franco-afghane.
Commence alors une course contre la montre pour conduire les évacués jusqu'à l'aéroport et fuir l'enfer de Kaboul avant qu'il ne soit trop tard. On écoute un extrait. On ne peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas de choix que de traiter avec eux. On peut me tirer dessus à tout moment s'ils veulent. You can solve the problem by helping us to evacuate. J'ai un plan. Ça sent le vécu. J'ai bien envie de voir ce film. Alors, nous avons un ami en commun qui l'a déjà vu. Ah bon? Un certain Ciné Show qui m'a dit que c'était bien, mais pas extraordinaire. Comme tous les films de Martin Bourboulon. Non, quand c'est bien, c'est déjà beau. Ouais, c'est vrai. Là, franchement, Puis il y a la densité de Roche Dizem, moi j'aime bien. J'adore Roche Dizem. Oh, bah c'est oui. l'un de nos meilleurs acteurs actuels. Donc c'est franchement. Et Sitz Babette Knudsen, je sais pas si vous l'aviez vu, elle avait joué dans La fille de Brest, qui était ce fameux film sur le scandale du Mercator. Et puis c'est une actrice danoise qui a aussi joué dans Inferno, dans plusieurs films américains aussi. Ok. Bon cher Vincent. Autre sortie, Au rythme de Vera, disponible au Victoria et à l'Astrée, de Ido Fluke avec Mala Hemd, John Magaro et Michael Chernus. En 1975, Vera Brandes, je sais pas comment on dit. Brands, une jeune femme ambitieuse de 18 ans, va défier les conventions, s'opposer à ses parents et prendre tous les risques pour réaliser son rêve, organiser un concert de Keith Jarrett à l'Opéra de Cologne. Son audace et sa détermination vont donner naissance à un des enregistrements mythiques du XXe siècle, The Köln Concert. On n'écoute pas un extrait puisqu'il n'y en a pas. Oui. Voilà, le film est en allemand, mais j'ai vu la bande-annonce au cinéma et ça a l'air très drôle, très enlevé. Et c'est tiré effectivement d'un fait réel, puisque Keith Jarrett, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, effectivement c'était un de ses meilleurs concerts, parce qu'il a fait une impro démentielle à l'occasion de ce concert, et que c'est resté dans les annales du jazz, en parenthèse. Donc Christian pourrait nous confirmer. Eh oui, ne lui demanderons, mais en tout cas le film a l'air très prometteur. Autre sortie, Once Upon a Time in Gaza, qui sortira au Victoria et à l'Astrée. C'est un film qui était présenté au Festival de Cannes, réalisé par Tarzan Nasser et Arab Nasser, avec Nader Abd Aleh, Majd Aid et Ramzi Makdizi. Il était une fois à Gaza en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d'amitié avec Osama, dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue caché dans leur modeste échoppe de falafel. Mais ils croisent le chemin d'un flic corrompu, devenu contrarier leur plan. Pas de bande-annonce non plus, mais voilà, le film sera disponible au Victoria et à l'Astrée. Et la dernière sortie, Guillaume, c'est pour toi, c'est un film d'animation. Oui, Amélie et la métaphysique des tubes, qui sera disponible au Victoria et à l'Astrée, de Maïlis Valade et Liane Chohan. Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son ami Nishio San, le monde n'est qu'aventure et découverte. Mais le jour de ses 3 ans, un événement tragique change le cours de sa vie, car à cet âge-là, pour Amélie, tout se joue, le bonheur comme la tragédie. On écoute un extrait. Si tu as un extrait. Je vais le retrouver. Oui, je vais le retrouver. Je voulais juste rappeler au préalable que c'était une adaptation d'un livre d'Amélie Nothomb, comme on peut s'en douter vu le titre du film. On écoute un extrait. Je suis née par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c'était moi. Ouvre-toi. Ouvrez-vous tous. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. Amélie vient de dire son premier mot. C'est super, c'est quoi? Aspirateur. Oh, voilà, ça peut être... c'est plutôt beau, l'animation, voilà. Tu feras un avis. Alors. Voilà, comme dit si bien Guillaume, c'est pour les bouts de chou. Oui, c'est pour vous. Exactement. Et du côté de nos amis de chez Cinéphilex, une sortie que j'attends avec joie, je suis content qu'ils le proposent au Cinéma Victoria, c'est le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa qu'on avait parlé un peu plus tôt, il y a 2-3 semaines, mais qui était sorti seulement à l'Astrée. Cette fois-ci, il sera disponible au Victoria à Aix-les-Bains. C'est Cloud de Kurosawa avec Masaki Suda, Kotone Furukawa, Daiken Okudaira. L'histoire de Ryosuke qui plaque tout pour vivre de la revente en ligne. Mais bientôt, certains clients menaçants resserrent les taux autour de lui sans qu'il en comprenne les raisons. Son rêve d'indépendance vole en éclats. Dans un Japon hyper connecté, fuir est impossible, surtout quand on ignore les règles du jeu. Voilà, donc ça s'annonce comme un thriller trépidant et je pense assez malaisant, comme c'est si bien faire Kiyoshi Kurosawa, que je vous avais conseillé le film Cure.
qui est bien glauque, bien marquant. Je voulais juste rappeler par rapport à Amélie et la métaphysique des tubes qu'elle avait donc un de ses romans avait été adapté par Alain Corneau qui s'appelait Stupeur et Tremblement, avec qui se passait aussi au Japon, avec Sylvie Testu. Voilà, Et dans ce film, et ce qui était quand même amusant, c'est qu'elle comparait sa chef de secteur au capitaine Yonoï du film Furio, qui est un classique que j'adore. David Bowie. Oui. Eh bien écoutez, nous avons évoqué les sorties de la semaine, donc semaine très très chargée. Et donc pour appuyer l'une des sorties de la semaine, F1, nous allons nous écouter Drive de Ed Sheeran, tiré du film F1. Je peux vous dire qu'en live, ça envoie le pâté. Je peux vous dire que dans le film, ça envoie aussi le pâté. C'est une très bonne chanson. On revient tout de suite après pour parler des sorties de la semaine dernière. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, votre radio. La 16e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone. Toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Oui, toujours présent. Yes. Toujours debout. Et nous allons parler des sorties de la semaine dernière. Mais avant cela, mon cher Guillaume, quelles sont les sorties que nous avons déjà préalablement conseillées, qui sont toujours disponibles en salle? Il n'y en a plus beaucoup, mais... il y en a quand même encore. Hein. Les blockbusters font de la résistance. Oui, Mission Impossible Final Reckoning, Lilo et Stitch, Ballerina de l'univers John Wick et le film Life of Chuck. Je pensais qu'il aurait été jarté après. Et non, il entame sa 3e semaine et pour l'instant, toi, tu avais bien aimé. J'ai adoré et tous ceux à qui j'ai conseillé qui sont allés le voir ont adoré aussi. Ouais. Je pense que c'est un film qui va gagner en notoriété au fur et à mesure. Je pense bien. Moi aussi. Nous avions un pourquoi pas, mais avis réservé donc sur le film Partir un jour qui est toujours là. Oui, je pense à la dernière semaine. Bon, il serait temps. Et le film Dragon. Voilà. Live action. Qui, je vous le conseille si vous avez, si vraiment vous êtes fan de Dragon et si vous n'avez pas vu le dessin animé, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt, sincèrement. Pas de surprise, oui, sûrement. Voilà. Et puis, côté sortie de la semaine dernière, il y avait 2 grosses sorties donc que nous sommes allés voir, 28 ans plus tard et Elio. Je te propose, Guillaume, de commencer par Elio, parce que ça va être très rapide. Elio, c'est le Pixar à la vanille, c'est-à-dire que c'est le Pixar moyen par excellence. Rien de nouveau, rien de surprenant, tout est assez attendu, mais tout ce qu'il fait est bien fait, c'est-à-dire que l'émotion est réussie, l'humour est bon, il y a en plus quelques propositions de touches humoristiques limite horrifiques. C'est peut-être pour ça que je vous dis que n'emmenez peut-être pas les enfants de moins de 7-8 ans quand même, parce qu'il y a 2-3 moments où franchement, ça pourrait être sorti d'un alien que... Il n'y a plus de jeunesse, mon cher Kevin. C'est pour ça. Il n'y a plus de jeunesse. Il n'y a plus de saison. Mais franchement, voilà. J'ai passé un agréable moment devant ce Elio. Ça m'a l'air d'être très conventionnel, vu le ton que tu as employé. Oui, mais j'ai envie de dire, si vous voulez emmener l'un de vos enfants voir un film d'animation, c'est un film d'animation très bien fait. Ce ne sera pas celui qui va vous marquer, mais c'est un bon Pixar. Voilà. Je les enverrai voir un ancien Miyazaki, c'est mieux. Si c'est possible, oui. Mais ça reste toujours mieux que Chihiro. Je n'aime pas Chihiro. Le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro. Il faudrait que je réessaye. Très bon. J'avais essayé 2 fois. Franchement, c'est sympa. Je préfère c'est Mononoke. Très étrange. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté très étrange, très onirique dans l'univers de Miyazaki. Oui, c'est clair. Et puis, l'autre grosse sortie, c'était 28 ans plus tard. Et alors là, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Guillaume l'attendait comme un dingue. Moi, j'étais assez curieux. J'avais envie de voir, mais pas plus. Et j'ai adoré. Et Guillaume, pas du tout. Ah, mais c'est bien, comme ça, vous allez changer. Mais je peux pas dire que ce film soit vraiment bon, comme je peux pas dire qu'il soit vraiment mauvais. J'avais peut-être trop d'attentes, puisque alors il y a des très bonnes choses, mais des très bonnes idées. Je peux pas toutes vous les dire parce qu'il y a quand même des choses. Le film est surprenant quand même. Oui, mais le film est surprenant, mais c'est surtout que j'attendais, je pense, une fin de trilogie qui pourrait amener un renouveau sur une autre trilogie. Mais alors pas du tout. En fait, là, vous êtes pour moi dans un énorme teaser pour 2 suites, en fait. J'ai l'impression qu'on a ouvert énormément de portes dans l'histoire, notamment avec le parcours de l'enfant.
et le parcours de la mère, et puis plein d'autres choses qui va se passer en chemin. Et au final, on te dit, rendez-vous dans tant de mois pour voir la suite. Voilà, si tu veux la fin de l'histoire de tout ce que je t'ai proposé. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le scénariste qui est Alex Garland, que je trouve a des idées superbes, mais qui n'arrive jamais à conclure un film. Je trouve que c'est déjà toujours... parlé. Oui, c'est ça. Précédente, ouais. Et c'est exactement. Et puis j'ai l'impression que le mec se regarde dans son écriture. C'est pour ça qu'il est toujours célibataire. Il n'arrive jamais à conclure. En mode, qu'est-ce que c'est bien ce que j'ai écrit. Moi, il y a des moments d'émotion, mais je trouve qu'ils sont vite désamorcés. Voilà. Par contre, une bonne chose, la mise en scène. La mise en scène quand même est marquante. Déjà par ce format filmé à l'iPhone. Je sais pas quel format c'est au final, parce qu'on n'est pas en 2.35. Quoi qu'on a l'air d'être en anamorphique, mais plus court. Vous verrez si vous y allez. Les bords de l'écran latéraux sont plus courts. Bon, et ça se voit qu'on est dans un format d'image différent, mais pour le moins intéressant, parce qu'il y a quand même une jolie photographie. Certains effets de mise en scène pour moi sont un peu loupés, notamment un effet, si vous vous rappelez Matrix, Bullet Time. Pour moi, ils y ont bricolé, mais ça n'a pas forcément marché. Ou alors il manque peut-être quelques images, mais c'est intéressant. Moi, il y a des propositions. Danny Boyle, à un moment, fait trop de... Tu sais, les images non, pas les images subliminales, tu sais... les images qui saccadent, je trouve qu'il en abuse un peu dans ce film. Ah ouais ? Je trouve, oui. Un petit peu. Mais sinon, c'est toujours assez viscéral. On est toujours en présence des pires zombies et tout ça. C'est cracra. Mais je trouve qu'on n'a pas de message à proprement parler. Si autant le premier, on était dans un film post-11 septembre, la menace terroriste, et puis sur le deuxième, sur l'interventionnisme américain, j'ai beaucoup de mal avec celui-là. On a le Brexit. C'est le Brexit qui est Je suis d'accord, évident. On a le Brexit, mais encore. Je trouve qu'on ouvre beaucoup de portes avec des personnages un peu inutiles. Et c'est vraiment le côté reviens pour voir la suite qui m'embête, je trouve. Voilà. Et une fin, par contre, là on est d'accord, ridicule au possible. Elle est complètement foirée. Enfin, le teaser pour la suite. Voilà. La parole est à la défense. Oui, c'est ça. Merci, monsieur le juge. Alors, moi, du coup, je dois avouer que j'y allais vraiment pour avoir peur. Et je suis resté pour l'émotion. Et c'est ça qui m'a grandement surpris dans ce film, c'est que je m'attendais pas à un film justement à des enjeux aussi intimistes. C'est trop sensible, Kevin. Non, sans doute. Mais en fait, je m'attendais vraiment à un scope plus grand pour ce film. Et en fait, le fait qu'on s'attarde vraiment à une famille et à ces rapports un peu, enfin voilà, on traite un peu le rapport du père qui n'est pas parfait, et évidemment vu que l'enfant est un peu jeune, va pas comprendre vraiment tout ce que sous-entendait le père, il va un peu se braquer. Mais je trouve que justement c'est pas toujours très bien fait ça. On veut montrer le père d'un certain aspect, mais en fait il est pas si pire que ça. Mais on le voit. Je trouve que ça marche parce qu'en fait, on le voit à travers des yeux de l'enfant. C'est vrai. C'est vrai que l'enfant va considérer ce que fait le père comme une trahison, mais nous, en tant qu'adultes, après, on réfléchit, on dit oui, après, en même temps... Il a beaucoup de circonstances atténuantes. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Mais il y a aussi tout l'histoire de la mère, qu'on va pas en dire plus parce que c'est une grosse surprise du film. On ne le comprend que dans les 5 premières minutes qu'on va parler de ça. Il y a des facilités aussi avec son niveau. Mais j'ai trouvé que toute l'histoire de la mère était très 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 touchante. Oui. L'arrivée de Ralph Fiennes. Moi j'ai trouvé que ça désamorçait cette émotion. Moi je l'ai trouvé extraordinaire. Il est bien. D'un calme olympien. En fait, c'est l'homme autour du chaos qui est d'un calme olympien. Et franchement, je l'ai trouvé assez remarquable. Et qu'est-ce qu'il fait quel est son rôle? C'est un médecin. C'est un médecin qui a trouvé un moyen de survivre et de rendre hommage aux morts. Voilà. C'est-à-dire que le mot qui va revenir souvent dans ce film, c'est memento mori, c'est-à-dire souviens-toi que tu vas mourir. C'est ça. Donc on reste dans le glauque, mesdames et messieurs. On est bien dans le... Il y a des très bonnes idées, mais je trouve que l'émotion, à un moment, il y a un point culminant et je trouve qu'elle est désamorcée par des choix narratifs. Là où je peux comprendre, moi, c'est que je l'ai pris de plein fouet et j'ai vraiment été très très ému par ça. Et même si la scène est aussi glauque qu'elle est émouvante, j'ai été plus j'ai accueilli ce côté glauque et je l'ai pris dans mon émotion et je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Après, je te rejoins sur la dernière scène qui est
rassurante pour un devenir d'un des personnages, et que c'est pour ça que pour moi je disais oui, on peut faire une suite comme on pourrait s'arrêter là, mais c'est vrai que ça sort de nulle part des personnages, enfin ils ne sortent pas de nulle part, on nous les a annoncés, mais c'est vraiment assez loufoque, et on a l'impression qu'il y a le côté punk de Danny Boyle qui fait allez je vous mets une petite gaulerie quand même, un peu, avec une musique en particulier de fin. Oui, mais c'est une musique que vous connaissez enfant quand on va vous chanter version hard rock. Oui, c'est vrai. Préparez-vous, ça va vous faire un choc. Mais en fait, il y a aussi un peu moi la déception dans le sens où j'ai tellement attendu cette suite. On nous avait promis une pandémie mondiale. Attention, ça c'est désamorcé dès le début. C'est désamorcé dès le début. Et si vous vous fiez à la fin, par exemple, du 2, où on voyait Paris envahi par les zombies, ce n'est pas ça. C'est pour appuyer le côté Brexit, puisqu'en fait, on vous explique dès le début que la zone de quarantaine a été encerclée autour du Royaume-Uni, et l'Europe, pour le reste, a réussi à éradiquer le virus. Donc en fait, il n'y a plus que le Royaume-Uni qui est contaminé. Et on se retrouve du coup avec cette île de survivants qui est simplement reliée par la Grande-Bretagne par une digue. C'est un peu comme le Mont-Saint-Michel. Enfin, je veux dire la métaphore. Enfin, vous avez le tunnel sous la Manche. Enfin, oui, c'est vrai. Pour moi, la métaphore du Brexit, elle est évidente, et je trouve que pour autant, ça fonctionne bien. Je te rejoins sur le fait que tu es d'accord avec moi. Il y avait tous les éléments, par contre, pour faire un super 3e film de conclusion. Mais c'est vrai que moi je l'attendais pas comme une conclusion. Moi je l'attendais vraiment comme une conclusion. Je reste baba parce que je vous écoute, mais mais parce qu'il y a un élément pas plus que ça. En fait, si tu veux, Vincent, moi alors après c'est aussi parce que j'ai découvert la saga en début d'année. T'en avais vu aucun ? J'en avais vu aucun. Moi c'est les films d'ado, c'est pour ça aussi. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu le premier film et le deuxième film comme, certes, il y a l'élément du virus qui est en continuité, mais comme des films indépendants. Et en fait, je voyais plus ce 28 ans plus tard comme un film indépendant qui raconte son truc. Je suis d'accord avec toi. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai été satisfait juste de l'histoire intimiste de la famille, ça me suffisait. Et pour le reste, pourquoi pas un autre film qui me racontera une autre histoire avec d'autres personnages. Oui, mais ça, tu as vu le film, ça n'appelle pas à une prochaine suite indépendante. Et ça m'embête. Ça m'embête vraiment. En fait, c'est aussi ça qui me... En fait, pour moi, si tu enlèves la dernière scène, le film peut largement suffire. Non. Il introduit trop de nouveaux éléments dans la mythologie, en tout cas, de son univers. Oui, mais comme faisait aussi 28 semaines, il nous avait introduit le porteur sain, il nous avait introduit le... Ouais, mais le porteur sain, c'est quelque chose qui est connu et reconnu dans la médecine, tu vois. Oui, c'est pas là ce qu'on voit. Si tu veux, oui. C'est un concept. Mais pour moi, c'était juste un nouveau concept pour ce film. Après, attention, je ne vous déconseille pas d'y aller. Parce que vous trouverez votre pied. L'alpha, on le traite. C'est un nouvel élément, mais on le traite. Oui, mais par exemple, on va pas au bout sur une scène, notamment dans un train, je trouve. À voir. Pour moi, ça suffisait. Oui, mais à voir dans une. Oui, mais t'allais le dire. À voir dans une suite. T'es en train de dire. Ils vont peut-être faire autre chose, mais moi, pour moi, c'est en l'état. Sincèrement, je te dirais, ils m'auraient annulé les suites. Je me serais pas senti voler. Il aurait fallu couper la dernière scène. Voilà, c'est ce que je te dis. Mais bon, après, ça reste quand même de très bonne facture, et ça joue bien, par contre. Ça joue bien. J'adore aussi l'implantation, parce qu'on est vraiment dans la Grande-Bretagne campagnarde, avec des paysages bucoliques où vous voyez des pommiers et tout ça. Je trouve que c'est moins bien fait que il y a de la pomme, alors il y en a. Il y a de la pomme. Et quand vous voyez juste ces paysages que généralement sont assez rassurants, et que vous voyez juste en haut des collines 5 zombies qui vous regardent et qui s'apprêtent à se mettre à courir et se mettre vers vous. En plus. Il y a ce côté dérangeant qui, moi, m'a vraiment mis mal à l'aise et qui m'a vraiment fait peur. Et franchement, pour ça, j'ai vraiment bien accueilli le film. Et j'en étais satisfait. Mais je le reverrai, en tout cas, pour me faire un avis définitif. Peut-être que passer la surprise, je l'accepterai mieux. Peut-être. Et moi, peut-être que au second visionnage, je dirais, ce film est une merde. C'est à souligner quand même que, hormis les adultes qui jouent extrêmement bien, l'enfant, qui est le rôle principal, on va pas se le cacher, est très très bon. J'espère qu'il aura une brillante carrière. Parce que c'est son premier film quand même. Ouais.
Et il est rôle principal. Hein. Après, il a quand même du monde qui lui donne, qui lui donne la soupe comme il faut, je pense. On a vu un paquet de films où les enfants étaient entourés de grands acteurs et on avait du mal à en tirer quelque chose. Je suis convaincu par le jeu de Jodie Comer cette fois. Ah, mais j'ai trouvé formidable. Merci. Formidable. En un seul coup de tête, elle m'a ému à la fin. Je ne dirais rien de plus. Et franchement, l'acting, et j'allais dire un dernier point. T'étais sur le jeune acteur, je sais plus ce que je voulais dire. La photo, c'est que je voulais dire, c'est un film qui ose prendre des risques, quand même. Ah, par contre, ça, on peut pas lui enlever. Franchement, c'est pour moi, il y a des choses qui ont jamais été vues. Actuellement, il y a peu de risques. Attention, dans la forme et un petit peu dans le fond, on va dire quand même, mais sur la forme, c'est quasi pas vu dans le cinéma horrifique et tout ça. C'est-à-dire que on voit que le studio a donné carte blanche parce que à aucun moment un studio aurait validé la sortie de ce film en l'état. Oh oui. C'est sûr et certain. Voilà. Donc 28 ans plus tard, faire votre propre avis. Et je peux pas dire, comme j'ai dit, qu'il est ni bon ni mauvais, mais je vous encourage quand même à aller vous faire. Tu tends quand même plus vers. C'est quand même un bon film. C'est pas mal, mais c'est pas ce que j'attendais. Voilà. Et mon cher Vincent, tu as un conseil télé? Oui, un conseil télé, mais rapidement, parce que le temps nous est compté. L'heure tourne. C'était mercredi 25 juin sur Arte. C'est le film La Crise de 1992 et qui est de Colin Serrault, avec une distribution, ma foi, pas mal assez intéressante. Vincent Lindon, Patrick Timsit, Maria Pacom, Zabou Breitman, Yves Robert, etc., etc. Donc c'est assez jouissif et c'est une très très bonne, je trouve, interprétation sociologique et de l'évolution des mœurs de notre société, qui casse un petit peu les codes conventionnels et qui fait du bien à entendre sur certains sujets de société dont on a tendance un peu à rester dans le cadre très gentil, très politiquement correct, alors que là ça dépasse largement ce cadre-là, avec beaucoup d'humour. Et chaque scène est assez hilarante parce que il y a des moments on va dire grandiose entre la sortie de Maria Pacom, le moment Timsit lorsqu'il se trouve chez le député, là c'est aussi assez jouissif, je trouve, pour ma part. Et puis des tas de petites pépites comme ça. Le monologue de Maria Pacom sur la libération de la mer. Et bien, en plus qu'on comprend, je veux dire tout. Oui, on a tous ressenti ça. On voit, c'est toute une société où effectivement chacun d'entre eux se replie un peu sur soi-même. Il y a un côté très individualiste comme ça, mais c'est fait, c'est extrêmement bien joué d'ailleurs par tous les acteurs, mais c'est surtout fait avec beaucoup d'humour et le message passe encore mieux quand c'est fait avec de l'humour. C'est vrai. Mercredi soir, 20h45 Arte, c'est ça. Ça me fait penser à c'est quoi le message dans Certains l'aiment chauve? Quel message qui va bien passer? Il va falloir qu'on vous en parle de cette nouvelle comédie bientôt avec Kev Adams et Michael Youn. Certains l'aiment chauve. Parce que là, il y a un jeu de mots là déjà. Puis bon, c'est. T'étais pas figurant? T'étais pas figurant? Ah non, mais j'aurais pu, effectivement. Tu dévoiles des choses là. Eh bien, écoutez, on va faire une deuxième pause musicale avant de consacrer notre focus à Brad Pitt. Et inévitablement, quand on va parler de Brad Pitt, on est obligé de mettre Where is my mind des Pixies du film Fight Club. Préparez-vous, vous n'allez pas être déçus. Vous écoutez Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone. Et je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Absolument. Et bientôt une application amphibie, comme ça vous pourrez nager et écouter aussi Radio Grand Lac, si ça se trouve. Radio Grand Lac dans le lac, pourquoi pas. Mais n'oublie pas que nous sommes le grand bain de la vie locale. Voilà. Et que Thomas Pesquet nous entend depuis. Là, je sais pas s'il y a beaucoup de gens quand même qui nous entendent parce qu'ils doivent être tous au bord de l'eau là. Mais si. Ils nous écouteront justement en replay. Avec la petite radio portative et avec les applications Radio Grand Lac. Et du coup, nous allons consacrer notre focus de ce soir à l'acteur producteur. Très important aussi de le souligner, Brad Pitt, un acteur qui est quand même présent depuis
les années 90, même s'il a un peu commencé à la fin des années 80, mais un des plus grands sex symboles quand même de notre temps, je pense. Oui, belle filmographie. Oui, aussi. Oui, c'est vrai que arrêtez n'importe quelle personne dans la rue et dites un acteur sexy, Brad Pitt. Oui, c'est rentré. D'ailleurs, je crois que ça passe ce soir, il me semble, un documentaire sur Brad Pitt, qui est La revanche d'un blond. C'est intitulé et c'est pas mal, je trouve le titre est pas mal et j'aimerais bien le voir. Parce qu'il a su justement, mais après souvent ils sont sur YouTube les documentaires Arte. C'est vrai. Il a su quand même se démarquer de par sa filmographie vraiment diverse et variée. Je crois qu'il a abordé quasiment tous les genres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi c'est un des acteurs, comme je le disais en off, que je respecte le plus. Parce que c'est un des rares acteurs où j'arrive à oublier, à part en de rares occasions, j'arrive à oublier Brad Pitt et je ne vois que le personnage. Surtout, il a su se démarquer d'un physique plutôt avantageux, d'ailleurs qui gagne de plus en plus en profondeur au fil du temps à mesure qu'il vieillit. Parce que je trouve qu'il est de plus en plus, classe et il a avec su beaucoup de présence. Il a su s'en servir aussi. C'est la phrase, beau comme il mériterait d'être con. Mais il ne l'est pas. Mais il l'est certainement pas. On va pas s'avancer. Vu les choix qu'il a fait, je pense pas. Et puis donc, il a commencé à la fin des années 80, mais c'est des films très peu connus. Happy Together, après Petit Tueur. Il a surtout réussi à se faire connaître dans les années 90, en 91, avec Thelma et Louise. Second rôle quand même assez notable. Troisième rôle. Quatrième si on ne compte pas Hervé Kettel. Eh oui. Oui, mais en fait, moi, comme je te disais, j'ai pas fait gaffe quand j'ai vu Thelma et Louise que c'était Brad Pitt. Parce que c'est un rôle interchangeable. Voilà. Et c'est un peu passé à l'as. C'est après, je me suis dit, oui, il y avait Brad Pitt. En fait, c'est le genre de rôle dans une carrière qui permettent de t'imposer en disant, regardez, j'ai joué pour Ridley Scott, mais qui en soi ne te servent pas à grand chose. Thelma et Louise, ça marque beaucoup les esprits. Ce que je veux dire, c'est qu'on va pas te reconnaître grâce à ce rôle-là. Voilà. Johnny Suede, est-ce que vous l'avez vu? Non plus. Bon, Cool World de Ralph Bakshi, c'est une sombre merde. Et au milieu, Cool une rivière que j'ai vu de Robert Redford, qui est son papa, on va dire. Papa spirituel. Papa spirituel. On pourrait demander si maman n'a pas connu. Mais j'avais oublié que c'était de Robert Redford, par contre, ce film. Ah, si. Et Robert Redford est un bon réal, quand même. Quand tu regardes ses films, ils sont tous très bien notés. Ouais. Avec Tom Skerritt. Comme un certain Paul Newman. Parce que Paul Newman, tous ses films en tant que réalisateur sont bien. Bien joué d'ailleurs. Ah, oui. Et donc, au milieu, Cool une rivière, c'est un film qui t'a beaucoup marqué, Vincent? Ouais, j'aime bien. Moi, c'est un film très bucolique déjà, et puis avec d'une très belle photographie. Un rôle un peu plus important. Il a quasiment le rôle principal. Il se partage la vedette avec son frère, je sais plus comment c'est cet acteur, puisque c'est un peu le yin et le yang. Si je me rappelle, c'est Craig Sheffer, voilà. Parce qu'au final, il enchaîne les seconds rôles. True Romance, c'est du second rôle. Moi j'ai vu California. D'accord. Et franchement, c'est un rôle fort de psychopathe et c'est très très ambigu parce qu'au début tout se passe bien et tout. Et il y avait Duchovny en face et puis je sais plus les actrices. Juliette Lewis. Juliette Lewis. Et donc du coup après ça foire quand même. Il y a vraiment là on se rend compte qu'il y a du lourd quand même. Ouais. Mais bon, dans True Romance, c'est vraiment un petit rôle. C'est un tout petit rôle, oui. Et on va dire que sa deuxième grande entrée, c'est Entretien avec un vampire. Oui, c'est vrai. Voilà, où là, il tient la dragée haute. Tom Cruise est vraiment extraordinaire. Tom Cruise, il le met à l'amende tous les jours dans ce film. Et quelque part, c'est les deux acteurs qui ont une énorme notoriété, énorme densité au sein du cinéma. Donc il y a le brun et le blond. Ouais. Mais entre parenthèses, dans Entretien avec un vampire, ils ont inversé les couleurs de cheveux. Brad Pitt est pas mauvais, mais face à Tom Cruise, je trouve qu'il emmène pas large. En fait, je trouve que Tom Cruise est tellement impressionnant et surtout celle qui arrive à sortir son épingle du jeu, c'est Kirsten Dunst. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il est un peu entre les deux, mais il est quand même. Tu vois, physiquement. Mais c'est je l'ai vu il y a très longtemps. C'est ces deux films avec le suivant, Les Jeunes d'automne, un peu où c'est regard de chien battu, il maîtrise pas encore tout à fait son jeu, je trouve. Alors il se cherche un peu peut-être. Les Jeunes d'automne que j'ai découvert hier, qui est une très belle fresque familiale. Putain, un ennui. Alors moi je me suis pas du tout ennuyé. Non, moi c'est un peu contemplatif comme il part, il revient, il repart. Mais en même temps, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est un peu long. Alors c'est peut-être un peu long. Mais c'est pas mal. Le gros bémol, c'est que l'intrigue amoureuse principale est. Ah oui, t'y crois pas, oui. T'y crois pas vraiment parce que finalement,
tu te rends compte assez rapidement qu'elle est un peu à sens unique. Que lui, il préfère aller voir ailleurs, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est une grande fresque, on va dire. C'est une belle fresque. Anthony Hopkins, c'est extraordinaire. Et juste, il y a quand même quelques images ultra badass de Brad Pitt. Et de Brad Pitt quand il revient entouré avec un collier de Skype. Oui, c'est vrai. On se dit qu'après on parlera d'un autre film, c'est quand même assez, amusant. Mais Anthony Hopkins, il a souvent joué des rôles un peu borderline parce que California c'est pas mal quand même, c'est assez. Il est vraiment pas du tout sympathique et il est même terrifiant. Et là c'est pareil, il y a toujours un petit côté où il franchit une frontière. On en parlera pour Fight Club, etc. Là après il enchaîne surtout 3 gros films. Seven, L'Armée des 12 singes, Sleepers. Est-ce que Sleepers, on peut dire que c'est un grand film? Pour moi, c'est un grand film, mais les gens, on peut oublier. Pour moi, personnellement, c'est un de mes films préférés. Je suis d'accord, mais je veux dire, ça filme. Les gens s'en rappellent pas de Sleepers. Je pense qu'il est un peu. C'est à tort parce que c'est un bon film, attention. Il a été un peu oublié, mais il mériterait d'être vu. Et surtout que le casting est formidable. Il faut rappeler un petit peu juste, c'est en fait des gamins qui ont été abusés sexuellement. C'est ça. Des camps de redressement. Et puis qui se vengent un peu à la comment dire. De manière légale. Un peu plus tard. C'est basé de manière juridique. Et c'est vraiment très très bien réalisé au niveau du scénario, je trouve, et c'est très poignant. Voilà. Seven, avec Robert Seven, il a trouvé en fait son alter ego en termes de réalisateur, c'est qui a su l'exploiter alors qu'il n'en voulait pas et qui a su en fait maximiser, épurer son jeu. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, en plus, il donne la réplique à Morgan Freeman, donc ça aide. Il y a une Spacey aussi, mais qui était en début de parcours. Mais je pense que là, il a trouvé le mec qui a su vraiment l'exploiter. L'Armée des 12 singes, il fait une très belle presta parce qu'il est dans un rôle de fou. De fou, mais sans trop en faire. Il est sur la bonne. Seven, en fait, il a dépassé son côté à fleur de peau. Là, il est totalement à fleur de peau dans ce film. Il est vraiment très très incandescent. Et on y croit, quoi. Je veux dire, on est avec lui dans le déroulement de l'enquête et tout, et puis dans tout ce qui lui arrive, c'est assez impressionnant, Et alors, je n'ai pas vu Ennemi rapproché. Si, moi je l'ai vu. C'est pas mal, Pas mal. C'est sympa, oui. C'est pas hyper marquant. Il enchaîne quand même avec 3 gros films. 7 ans au Tibet, Rencontre avec Joe Black et Fight Club. Alors je n'ai pas vu 7 ans au Tibet, il faut absolument que je le rattrape. Moi non plus. C'est bien. J'ai vu des extraits, mais j'ai pas. Alors c'est loin d'être le meilleur Jean-Jacques Hano, mais c'est quand même pas mal parce qu'en plus ils ont romancé sur le fait que parce que normalement il faisait partie du parti nazi. En même temps qu'un nom pareil, Heinrich Harrer. Mais sinon l'histoire est bien, c'est joli. En plus il va voir le Dalai Lama et tout ça. Comme quoi il est capable justement de s'affranchir de son physique puis de ses compétences, on va dire physiques, pour jouer des rôles un peu plus introvertis. Mais à cause de ce film, aucun de ces films ne sort désormais en Chine. Oui. Mais par exemple Rencontre avec Joe Black, j'aime bien. Ça, mais il y a des maladresses alors dans le film peut-être. J'adore Rencontre avec Joe Black. Mais c'est vraiment l'un de ces films où je ne comprends pas. Des moments c'est gênant. Non mais c'est gênant. Mais dans quel sens? Non, mais la scène quand où il imite l'accent créole, c'est pas terrible. Voilà, à mon avis, c'est anecdotique, ça. Parce que ça dure longtemps. Non, mais la scène dure un peu longtemps, mais c'est vrai que mais là, il a retrouvé donc Anthony Hopkins, qui était dans Les Légendes d'automne. Et puis, surtout, c'est l'un des films où tout le monde ne comprend pas pourquoi, mais tout le monde l'aime bien. Oui, c'est normal. Il y a une ambiance, il y a quelque chose de. Parce qu'il y a quelque chose d'assez positif. Comment ça s'appelle? Poétique. Comment ça s'appelle? Ça fait penser un peu au Bergman, là, le 7e saut. Là. Le 7e saut. Ouais, il y a un côté un peu ça. Un peu onirique aussi. Et Fight Club, bon, on n'aura pas le temps de trop en débattre. Fight Club, c'est mon film préféré, donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je l'avais vu dans un premier temps, je n'avais pas impressionné plus que ça. Je trouvais ça un peu. Ça m'avait pas marqué. Puis je l'ai revu et effectivement, il y a des choses qui sont très intéressantes dedans. Ce film guide ma vie. M'a fait comprendre la vie, je te jure. Je l'ai vu 6 fois. Je n'ai toujours pas réussi à aimer ce film. Mais je ne sais pas. Je suis partagé. Moi, en fait, je vais t'expliquer pourquoi il l'aime pas. J'adore la première heure. Parce qu'il lui fait comprendre que la vie, finalement, c'est un peu, si je peux me permettre, un peu de la merde, voilà. Ouais, mais j'aime pas non. Enfin, je trouve une philosophie pas très. Je trouve le twist débile. J'ai toujours trouvé le twist débile en plus. Moi, c'est ça qui m'a toujours dérangé aussi. Je sais pas pourquoi. Bref.
c'est mon film préféré. Je suis partagé, moi, franchement. Mais par contre, je te rejoins totalement au début des années 2000 avec Snatch. Oh là là, j'adore ce film. De Guy Ritchie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et alors là, très bon film. Grosse presta avec un bon accent. Tu veux une caravane, tu veux machin. Pour moi, ce film, c'est un peu les tontons flingueurs, plus vifs, plus à l'anglaise. Ouais, et avec un truc à tiroir, mais un scénario hyper bien maîtrisé. Ce que ne réussit pas tout le temps à faire peut-être Guy Ritchie, mais alors là en l'occurrence c'est hyper bon parce que tous les personnages sont excellents et ça s'emboîte bien quoi. Et on peut voir le film, il faut bien être attentif parce que effectivement le film est exceptionnel à ce niveau-là. Après on est sur des films bons mais un peu plus anecdotiques, le Mexicain, Spy Game. Moi j'avais bien aimé le Mexicain avec Julia Roberts. Ouais, mais c'est traînant, il y avait des bons moments où on rigolait bien quand même. Hein. Par contre, Ocean's Eleven, là, c'est le film ultra avec l'ultra casting qui fonctionne très très bien. J'avoue, qui lui va bien du coup. Je n'ai pas vu Full Frontal, Confession d'un homme dangereux, non plus. Qui est pourtant très 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 coté, Confession d'un homme dangereux. Et puis il enchaînera avec 3, qui est un péplum que j'adore. Qu'il déteste. Oui, mais comme quoi, il peut pas forcément être de bon goût. Disons que le film, dans son ensemble, me plaît pas des masses, mais il y a des moments épiques dans ce film. Il y a une manière de représenter Achille qui est très intéressante, je trouve. Puis j'adore les réels de Peterson. Puis les scènes d'action sont plutôt bien maîtrisées. C'est un bon film, mais lui, il le déteste particulièrement parce qu'il trouve qu'on avait utilisé son image plus son aura que son talent. Enfin, moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Oui. Ocean's 12, très bonne suite. Moi, c'est une de mes préférées. Mr. and Mrs. Smith, très drôle. Ça me fait rire, ça. C'est extrêmement drôle. Et je comprends pas que le film soit un peu passé, que les critiques n'aient pas apprécié ce film. Mais je veux dire, à la revoyure, mais les dialogues sont absolument savoureux, quoi. Et à l'aune effectivement de leur rencontre, d'autant plus. Voilà. Tout à fait. Angelina Jolie. Avec une séquence de destruction de baraques comme jamais vu auparavant. C'est vrai. Babel. Très très beau film. Je l'ai vu il y a longtemps. Très beau film. Pas vu. Moi j'ai été très impressionné. Alors ça se joue en 3 parties si je me autour d'un bien. fusil si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est des personnages qui ne connaissent pas du tout mais qui vont être impactés. Ils vont avoir chacun d'une manière ou d'une autre. Les mêmes conséquences par rapport à un seul fusil. Ceux qui l'ont créé. Et quelqu'un qui se fait tirer dessus, et je sais pas quoi. Et donc, il y a une partie, d'ailleurs, avec Kate Winslet, parce que... Kate Blanchett. Kate Blanchett, qu'il va retrouver un peu plus tard dans un autre film. Tout à fait. Dont on va parler. Mais avant cela, Ocean 13, un peu décevant. Bon, ça va. C'est une suite... un peu commercial. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Je l'ai pas vu, mais il me donne bien envie. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps, j'avoue, et c'est avec le frère de Ben Affleck, Casey Affleck. On sait qu'il est, je crois, assez copain aussi avec Ben Affleck, il me semble. Brad Pitt, non. Je sais pas. Il y avait. Je crois probablement. Je confonds avec Matt Damon. Matt Damon, oui, c'est super pote avec Ben Affleck, ouais. Mais il fait pas trop partie de leur bande. Non, c'est vrai. Mais l'assassinat de Jesse James par lâche Robert Ford, un film que j'aimerais bien découvrir. Ouais. Mais par contre, l'étrange histoire de Benjamin Button, moi, je l'apprécie énormément. Alors, j'aime bien, mais là, en fait, c'est un film que j'attendais tellement au tournant que j'ai pas réussi à être aussi ému que ce que je m'attendais. L'étrange histoire de Benjamin Button. Il est magnifique ce film. Ouais, il est beau, mais je pense qu'il faudrait que je le revoie il est étrange en plus de ça, et donc il retrouve évidemment Kate Blanchett à nouveau, et ils font un couple extraordinaire avec cette notion de temps qui est opposée pour l'un et l'autre, et c'est c'est très émouvant ce film, je trouve. Burn After Reading, excellent, super drôle, très bonne comédie d'espionnage. Oui. Et Brad Pitt joue un con. Oui, c'est la trilogie des cons. C'est la trilogie des cons. Inglourious Basterds. Oui, très extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu en entier. J'ai vu des grands passages, mais c'est pas le genre de. Moi, j'aime pas trop Quentin Tarantino quand il magnifie la violence et en lui donnant en fait un prétexte parce que c'est des nazis. Alors, ils se comportent de manière aussi indigne. Et je trouve ça. Je te trouve pas ça correct, moi. Franchement, tente le coup quand même. Mais j'ai vu des grandes scènes. J'ai quasiment vu le film en entier, mais par bout, on va dire, parce que j'ai pas envie de le voir en
en entier, ça me gonfle Je sais trop. pas, alors, Il est super bien écrit. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils montrent les Américains comme des bourrins un peu cons et les nazis comme des vicieux. C'est très caricatural, quoi. Ouais, mais Voilà. ça passe bien dans son délire. Mais comme un papy fait la résistance. Ouais, dans le côté, alors pour le coup, moi je préfère. Alors ça n'a pas de rapport, mais Snatch, qui est beaucoup plus enlevé, beaucoup plus drôle. Là, Inglourious Basterds, je comprends pas trop le principe. Un petit peu, je veux bien, mais là, pendant tout un film comme ça, non, moi ça me tente pas. D'accord. Sans moi. The Tree of Life, pas vu. C'est une des pires daubes que j'ai jamais vues, que j'ai coupé au milieu. Tellement je me suis ennuyé. Enfin, bien que je le tente, hein, mais non, Terrence jamais. Malick, j'ai beaucoup de mal. J'ai pas pu finir, c'était des pires. J'ai vu un extrait, mais effectivement, mais bon. 40 minutes pour montrer la naissance de la Terre et tout ça. J'ai dit, mais ça, vas-y, c'est bon. le côté Terrence Malick qui est très contemplatif. Voilà. Ça me gonfle. Le Stratège, très bon film de baseball. Pas vu. Très 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 bon film. Alors moi j'ai vu ce film-là. Le problème c'est que c'est très américain parce que comme pour le football américain ou le baseball, vraiment moi je rentre pas dedans, j'arrive pas. Je suis pas passionné déjà et donc puis il y a des tas de choses qui nous échappent. C'est certainement pour ça que ça fonctionne pas, en tout cas pour moi. Mais j'adore le jeu par contre de Brad Pitt. De Brad Pitt dans ce film. Non, je l'ai vu il y a quelques temps. Mais je conseille. Très bon film aussi sur la relation père-fille. Kogan, Killing Them Softly, pas vu non plus. World War Z, bon. Pas vu, mais décevant. Je suis assez. Moi, j'ai trouvé ça assez curieux comme à l'époque. Ouais, c'était un pétard mouillé pour moi. Ah, t'as pas aimé le dernier acte. Se frotter au genre, je pense. Non, c'est qu'à la base, c'était prévu pour Fincher. Et une fois qu'il était embringué dedans, après Fincher s'est en allé. Donc, il n'est resté que Mark Foster. Et après, Fincher devait réaliser le 2. Oui, mais non, moyen. Faudrait que je le revoie, peut-être. 12 Years a Slave, bon, il a un rôle mineur, mais c'est surtout lui qui produit, qui a produit le film. Très, très bon film. Cartel, très, très décevant. Des pires daubes. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent à trouver que le film est extraordinaire et tout ça. Bon, après, enfin, voilà. Ridley Scott en lui-même. Ils vont trouver 10 000 lectures et tout ça. C'est quand même assez laborieux, je trouve, à mon goût. Fury, par contre, c'est un très bon film de guerre. Je l'ai vu alors un peu décousu, mais j'ai fini par le voir en entier à force de le prendre à un moment et à un autre moment. Et effectivement, j'ai bien aimé. Il joue très très bien dedans. Oui. Vue sur mer d'Angelina Jolie est sans doute le pire film que j'ai vu avec Brad Pitt. Eh ben en fait, moi je trouve que le film n'est pas très bon. Hein. Il faut pas se le. Ah, puis il est d'un ennui. C'est assez ennuyeux, mais moi je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait une deuxième lecture sur la vie intime entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Ça, et donc on se pose des questions et on se dit, mais ça doit pas être très très folichon quand même. Du coup, il y avait un côté voyeur qui me dérangeait un peu. Ouais, mais d'accord. Mais alors moi, c'est vrai qu'il y a un côté un peu. J'ai l'impression qu'on me mettait dans le linge sale et que j'avais pas forcément envie d'y être, tu vois. Mais remarque, c'était quand même intéressant, mais bon, c'est un peu lassant quand même. Ouais. The Big Short, bon, second rôle. Mais mineur, mais très bon film. Allié, un film que j'avais beaucoup aimé avec Marion Cotillard. Alors, je me rappelle que je me suis endormi et j'ai jamais voulu continuer. J'ai cru comprendre que c'était assez conventionnel. C'était mou, lâché. J'ai bien aimé l'alchimie entre Brad Pitt et Marion Cotillard. Donc, c'est un film de Robert Zemeckis. Et il y a quelques scènes assez, que j'ai trouvé bien péchues. Moi, je te dis, je m'étais endormi une fois, j'ai jamais voulu le finir. Ouais. C'était pas très intéressant. Après, War Machine, qui était un film sorti sur Netflix où ça, j'avais bien aimé. C'était marrant, mais un peu caricatural, hein, le rôle vraiment un colonel. Ouais, je crois que c'était le général. Général un peu caricatural. Bon, c'était un peu vite oubliable. Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, c'était pas mal. C'est un très grand film de. Moi, j'avais bien aimé. Alors pour le coup, là, j'avais bien ce Quentin Tarantino. Moi, j'aime pas trop. J'apprécie énormément sa prestation, mais le film, j'aime pas des masses. Ouais. Ah, par contre, je trouve que c'est celui qui tire son épingle du jeu totalement dans le film. Ouais. C'est vraiment celui. Et d'ailleurs, on a appris qu'il très belle prestance. Il allait avoir une suite, enfin une sorte d'épisode qui allait raconter une autre partie de la vie du personnage de Brad Pitt. Et c'est parce que le personnage est très 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 charismatique. C'est vrai ce que tu dis, parce que moi je trouve que quand il apparaît, il y a déjà autre chose. On a l'impression que le temps s'arrête. Ah oui, il est extraordinaire. Et il est très charismatique, hein, il faut reconnaître. Oui. Ad Astra, un petit peu décevant. Ah, moi j'aime bien, J'ai bien aimé, mais un peu décevant. Je connais pas. Et j'ai trouvé que la fin était expédiée en 2 minutes top chrono. Un petit peu, mais j'aime bien. On n'a pas le temps. Un peu dommage. Mais il y a quelques séquences très marquantes visuellement que j'ai beaucoup appréciées. En particulier avec Donald Sutherland là, sur cette course-poursuite sur la Lune. Vraiment. Oui, très bien.
Très bien fichu. Le secret de la cité perdue, bon, c'est un rôle comique. Ouais, c'est marrant de le voir. Enfin, lui, il a le bon rôle, lui. Ça, c'est marrant. Channing Tatum qui débarque en scooter sur Europe. Ça, c'est drôle aussi. Non, il est moyen comme comédie, mais le rôle de Brad Pitt est drôle. Disons que sur un dimanche après-midi, ça peut faire la blague. Voilà. Bullet Train. Un peu brouillon. Un peu brouillon. Parce que il y avait des bonnes idées, j'ai trouvé. Ouais. Il y avait des moments assez cocasses. Oui. Qui voulaient ressembler un peu à Snatch. Par certains dans côtés. l'humour, ouais. Mais non, ça n'a pas le même niveau, quand même. Ça n'atteint pas le même niveau. Babylone, bon, j'ai assez de recul pour dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est un film que j'ai vu 8 fois depuis sa sortie. Ah ouais, effectivement. Et que à chaque fois que je pense à ce film, je dis putain, j'aimerais bien le refaire ce soir. Fan absolu. Ah ouais, franchement, moi j'aime beaucoup ce film. Gros coup de cœur. Ça m'avait bien impressionné et dans la réalisation, la manière dont c'était tourné, et évidemment Brad Pitt qui est son personnage qui du coup fait le deuil de sa carrière et qui donne lieu du coup au merveilleux monologue du film de la critique. T'es moins client. Ah non, il a adoré aussi. Un chef-d'œuvre aussi. Il a adoré aussi. Oui, complète. Mais vraiment magnifique. Wolves, que j'ai découvert hier, donc qui est un film sorti directement sur plateforme avec George Clooney et Brad Pitt, qui en fait deux nettoyeurs qui sont appelés sur le même boulot. Ouais, alors, j'ai pas vu. J'en avais pas entendu du bien et j'avoue que j'ai passé un bon moment parce que le duo George Clooney et Brad Pitt, il y a une alchimie, je pense, qui doit fonctionner. Assez tordant. Voilà. Le film a un bon rythme, la photo est plutôt belle. Franchement, j'étais là en disant pourquoi pas. Hein. Et bientôt sur vos écrans. F1 dès demain. Voilà. Joseph Kosinski. Que je vous conseille très chaudement. Si vous avez aimé Top Gun Maverick, il y a de fortes chances que vous aimez ce F1. Si vous aimez les Formule 1, il y a de très fortes chances que vous aimez ce film. Donc franchement, ne boudez pas votre plaisir. Ça va être le film impressionnant de cet été. Très bien. En termes de sensations. Voilà. Et ben côté programmation, la radio demain. Emploi du temps chargé. Nous avons 5 émissions. Questions de parents présentées par Elodie L de 12h à 12h45. Parents autrement présenté par Pauline de 13h à 14h. Place au possible présenté par Camille et Julie de 16h à 17h. Eurohit présenté par Sébastien de 20h à 21h. Et la nouvelle émission l'After Latino présenté par Sébastien de 21h à 23h. Muy caliente. Et donc nous allons nous quitter sur une dernière chanson. Et puis bon, vu qu'on a parlé de Brad Pitt, il y a quand même World War Z, Muse, Follow Me, super tube de Muse. On s'écoute ça. D'ici là, portez-vous bien. Et attention, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. On reviendra dans 15 jours. N'oubliez pas la fête du ciné. Oui. La fête du cinéma à partir de ce dimanche jusqu'à mercredi prochain. Je crois que c'est ça. Donc à partir de ce 29 juin. Mais voilà. Donc pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma.